D'abord, merci d'être toutes et tous là. Ça fait longtemps que que j'ai fait une petite présentation dans ces bureaux. Donc, d'abord, on va commencer par parler de deux événements, puis on va commencer un petit peu la introduction. D'abord, il est arrivé un événement le 15 octobre par une fille trans au Saguenay qui s'appelle Chloé. Je vais la citer. Je m'appelle Chloé Guillemette, j'ai 15 ans, je suis une fille née dans un corps de garçon. Je suis sortie du placard à l'âge de 13 ans quand j'ai commencé le secondaire. Heureusement, j'ai reçu le soutien de ma famille dès le début. Elle a été victime d'intimidation, elle parle de son parcours, je ne vais pas en parler plus. J'ai été victime d'intimidation, oui, mais je suis toujours debout, je chemine la tête haute, fière, je suis fière de la femme que je deviens. Ensemble, nous pouvons et nous devons faire changer les choses, faisant en sorte que des histoires comme la mienne ne se reproduisent plus. Un deuxième événement qui date un petit peu plus longtemps, c'est la première conférence sur le transféminisme à l'UQAM, en tout cas de mémoire, par ma collègue Ambre, qui n'est pas présente aujourd'hui. Ambre Roberge, qui était aussi à la chaire de la diversité sexuelle et la pluralité de genre, qui a travaillé avec l'équipe, qui a fait une conférence, sa première. Pourquoi j'amène ces deux phénomènes-là? D'abord, c'est qu'est-ce qui sont liés entre les deux? Je vais essayer de. Ça va être un peu ça la thématique autour de cette présentation-là. Puis je vais apporter un autre cas, une étude de cas pour comme, un peu renforcer puis regarder comment ça se construit dans le concret aussi. Donc, on va avancer. Avancer, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Donc, la présentation, reconnaissance territoriale, définition, approche, état de lieu, étude de cas, puis des petites pistes pour parler en détail de ce qu'on fait avec ça. Donc, reconnaissance, d'abord, je voulais mentionner qu'on est sur les territoires de Kanien'kehá:ka, puis que, comme c'est un territoire qui date d'un territoire d'échange puis de rassemblement depuis vraiment avant l'arrivée de la colonisation. Puis, comme on va le voir, les épistimides transmisogynes vont de pair, en fait, avec les épisticides vécus par les communautés autochtones, mais aussi racisées, parce que la colonisation, en fait, a forcé le cis-hétéronormativité à effacer les réalités qui existaient déjà ailleurs dans d'autres cultures, d'autres nations, etc. Fait qu'on va pouvoir, comme s'il y a une relation entre les deux qui va comme un peu être un fil conducteur, entre autres, dans notre texte là-dessus. Donc, les définitions et les approches, comme je le dis un petit peu, comme l'approche transféministe, pour moi, ça va de pair avec une approche quand même intersectionnelle puis une approche décoloniale, puis qui est aussi fondée sur une expérience de connaissance expérientielle puis militante. Je suis trans, une personne trans non-binaire, transfemme, puis je m'implique dans un collectif qui s'appelle les TRAPS, qui est un collectif non-mix transféministe. Donc là, on va parler un petit peu de définition, parce que la transmisogynie, c'est pas un sujet qui est full connu, mettons, fait que je vais peut-être en parler un petit peu plus. D'abord, ça a été introduit, le terme transmisogynie, par une personne qui s'appelle Serrano, Julia Serrano, qui va parler de comment les personnes qui sont assignées hommes à la naissance vont avoir une relation spécifique liée à la transition, mais aussi au patriarcat, les deux étant comme liés dans un espace spécifique, où est-ce que, en fait, le fait d'être associé à la femme, c'est aussi s'associer en tant que tel à être moins qu'un homme. La relation de pouvoir qui est déjà dans le patriarcat va se renforcer à travers la transphobie. C'est, mettons, très, très grossièrement. Les conversations autour de ça sont quand même diverses. C'est quand même un sujet qui est aussi très actuel, dans le sens où il y a beaucoup de monde qui font de la recherche là-dessus. Mais d'abord, Serrano, c'est quand même une femme blanche, mais elle va quand même prendre le temps de mentionner que ça ne touche pas les femmes trans et les personnes qui sont affectées par la transmisogynie toutes de la même manière. Donc, il faut réfléchir à cette intersectionnalité-là. Je pense que ça reste encore dans son approche quelque chose qui va être à réfléchir plus en détail. Puis je pense que cette approche-là, en parlant d'épistémicide, on peut en gagner justement une meilleure profondeur sur comme la relation à la transmisogynie, puis in fine, à part tous les enjeux LGBT aussi, les relations d'épistémicide, le concept et les réalités, les violences vécues par les communautés LGBT et en particulier les femmes trans, pour comme un peu approfondir le rapport qui n'est pas juste, on a tendance à entendre que les femmes trans, les personnes non-binaires, ça existait avant, c'est un peu comme, c'est un peu basic dans le sens où est-ce que comme ça n'existait pas juste avant, c'est pas exactement la même chose, puis il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs comme termes qui sont aussi recréés pour les femmes trans, puis les personnes non-binaires, puis les personnes qui sont gender diverse, mettons, comme to heads, to spirit, to arts,
puis plein d'autres termes, en fait. Je parle juste de comme quelques nations, mais comme à travers aussi les cultures maoris ou en Asie de l'Ouest, de l'Est, il y a plein d'autres façons de se réfléchir le genre. Puis je vous invite à vous le regarder là-dessus, c'est super intéressant. Donc, le deuxième truc, épistémicide, ben, dans le fond, ça vient de Sousa Santos qui va mettre le terme en pratique en 2007. Donc, ça date de quand même pas très longtemps non plus. Puis ça vient de l'idée de death of a knowledge of a subordinate culture caused by colonization, oppression or genocide. Puis dans le fond, l'idée qui va être reprise aussi, c'est que dans le fond, il n'y a pas juste des violences physiques qui vont être amenées, mais c'est aussi des violences envers les systèmes de connaissances, puis de pouvoir se raconter, puis de pouvoir parler des violences. Fait que c'est plusieurs trucs en même temps qui vont permettre à nommer ce truc-là comme un épistémicide. Donc, ça prend entre autres une relation systémique, mettons. Donc, ce n'est pas juste aussi de communiquer, la possibilité de parler de sa réalité, mais aussi de pouvoir participer à créer sa propre épistémie, qui est vraiment importante dans la notion d'épistémie. C'est l'idée que les personnes qui sont partie prenante de la création du savoir sont en fait celles qui aussi vivent l'expérience. Mais dans les cas, pour parler d'épistémicide, ce n'est pas le cas. Puis, je rapporte justement comme le rapport colonial, c'est que historiquement, on exclut en particulier les personnes autochtones dans ce cas-ci parce que c'est sur un rapport d'abord colonial et raciste qu'on va réfléchir au terme épistémicide pour parler de la négation de pouvoir parler en son propre nom puis de pouvoir constituer ou garder des connaissances aussi. Donc, il y a 3 niveaux que je vais nommer très brièvement qui ont été amenés, là j'ai perdu la source, mais je l'ai mis en bibliographie, qui va être partageable à la fin, mais il y a comme un article de 2021 qui a été produit sur ça, qui parle de 3 niveaux d'épistémicide. Le premier, c'est le niveau individuel, la capacité à juste dire son propre testimony, sa propre témoignage. Le deuxième niveau, c'est la capacité à prendre cette connaissance-là collectivement, puis pouvoir l'amener à être comprise aussi. Il y a comme un rapport au collectif, puis à la capacité collective de juste l'amener à rester aussi active, puis à être écoutée. Puis le troisième niveau, c'est intergénérationnel. Fait que l'idée que, mettons, on n'ait pas de connaissances, disons, au 19e siècle de personnes non-binaires, personnes trans, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas non plus la possibilité, il y a plusieurs niveaux, puis le troisième niveau, c'est qu'il n'y a pas de système de perpétuation de cette connaissance-là ou de cette expérience-là qui pouvait juste se garder. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de texte qui parle de ça que ça n'existait pas. C'est plus compliqué. Puis c'est en parlant de ces 3 niveaux-là qu'on peut comme comprendre un peu plus en détail, finalement, c'est quoi un épistémicide. Donc, ce n'est pas juste un niveau, ce n'est pas juste un truc qui se passe sur un niveau, mais sur différents niveaux, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire, plusieurs stratégies. Donc, voilà, très brièvement sur les définitions et les approches. Question de recherche, dans le fond. Fait que là, ma question de départ, c'était, on voit que dans la société en général au Québec, il y a quand même une amélioration des droits et de la présence des personnes, de la diversité genre dans les médias, aussi comme on n'est plus juste comme considéré dans le DSM comme un truc médical à traiter, ce qui est déjà pas pire. Mais, donc, ma question, c'est quand même de voir que comme, ça reste quand même très lent, puis aussi qu'il y a des violences encore qui se passent de manière très profonde. Donc, dans différents axes, dans différentes situations, au niveau de la production de connaissances, mais aussi au niveau de violences vécues sur le terrain, comme on l'a montré, comme la jeune fille qui est comme, bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Fait que là, l'idée, c'est comment les personnes affectées par la transmisogynie sont-elles intégrées dans les études sur les femmes, la pluralité de genre, puis comment, c'est ça, tu sais, bon, je ne parle pas de, tu sais, je vais pour une question de brièveté, puis une question de réflexion, disons, plus de recherche, là, je reste quand même très focusé sur les personnes trans femmes, des femmes trans surtout. Ça ne va pas être plus large, on aurait pu aller plus loin, puis on a parlé aussi de comme l'intersection entre les personnes trans masculines ou assignées femmes à l'adolescence. Ça ne va pas être le cas, mais pour moi, ça reste quand même à réfléchir. De quelle manière la première question, c'est comment ce travail de sensibilisation-là impacte la place des personnes trans. Donc, il y a une notion un peu de parcours de militant. La communauté trans est quand même très active. Elle a des stratégies qui est construite
Je vais en parler très brièvement, mais une des stratégies présentement, c'est défense de droit. L'autre stratégie, c'est la sensibilisation, faire des rapports, faire des textes qui vont parler de comment on parle les réalités. Puis l'autre manière, c'est de quelle manière le travail peut-il être envisagé différemment. Fait que je vais quand même ouvrir sur, pas juste du négatif. Voilà. L'étude de cas de rapport. Singvito, c'est une initiative de Fondation communautaire du Canada, ce qui est le plus gros, plus vaste programme de données sur les communautés existantes au pays. C'est fait par une fondation, donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des données sur les femmes et les filles du Grand Montréal. Ça se veut full inclusif, il y a genre 8 axes, on va vous montrer. Il n'y a aucune personne trans qui est impliquée, puis l'autre truc, il y a une mention, premier niveau, de la RLQ, puis de la charte de recherche quand même. On se dit, c'est pas si pire. Là, ils vont parler des violences faites aux femmes, la santé mentale, l'intégration au travail. Là, on parle de ces différentes catégories-là. C'est quand même exhaustif, ça se veut exhaustif. En approche, c'est intéressant. C'est ça. Mais, c'est ça. Pour entrer un petit peu plus finalement dans ce qui se passe, premièrement, les personnes, il y a un glossaire pour les personnes LGBT qui va être produit. Je vais prendre un petit verre d'eau parce que sinon, ça va être pas être fun à m'écouter. Puis là, les femmes trans sont mentionnées 2 fois dans le rapport. Une première fois pour parler des statistiques. Les femmes trans sont... Il y en a tant de... Il y a l'eau qui sort par le mauvais côté. OK. Il y a tant de femmes trans. Puis aussi, l'autre truc qui va être nommé une deuxième fois, ça va être quand ils vont parler de la santé mentale, puis ils vont nommer le mot québécoise trans. That's it. Mais il n'y a aucune réalité aucune statistique qui va parler des réalités. Là, je suis comme, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent se dire, bon, on va inclure les femmes trans, mais in fine, c'est pas tant un sujet qui est amené dans le Singvito. Là, j'ai amené comment ça amène cette non-production de savoir statistique et pratique, parce que c'est in fine très pratique de vouloir faire un rapport comme ça qui va avoir une visibilité dans tout le milieu communautaire, dans le financement des organismes communautaires. Bref, c'est quand même un enjeu important. Et donc, séparation, individualisation, marginalisation, on va parler un peu des 3. J'aime ça faire des petits diagrammes, là, c'est le fun. Premier glissement stratégique, il y a l'inclusion puis la séparation. Donc, la première affaire qu'ils vont faire dans tout le rapport, c'est faire une belle feuille de présentation du vocabulaire. Ça va être super. On va inclure les personnes trans au début, on va les mentionner, on va dire c'est quoi, ils vont une belle définition, tout est beau. Les femmes LGBT aussi, ils vont faire une catégorie. Mais là, ce qui se lit pour moi, c'est déjà un premier niveau, c'est que, bon, les femmes LGBT, ça va devenir une définition de l'identité de genre comme une construction sociale de l'identité sexuelle. Donc, l'identité de genre, les personnes trans se retrouvent en dessous de femmes de la diversité sexuelle, donc lesbiennes et bi. Donc, il y a une confusion qui arrive à plusieurs niveaux, puis c'est comme il manque de compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? C'est pas trop clair. Puis un deuxième truc, c'est que la base de connaissances des femmes LGBT sur les femmes LBT, il y a un glissement qui amène aussi justement comme les femmes LBTQ+, mais il y a des femmes trans qui sont straight. Et oui. Donc, quand on parle de femmes LBQ, qui parle du rapport de RLQ, le RLQ avait produit un rapport sur les femmes lesbiennes et bisexuelles. Fait que, il y avait comme une confusion sur comme qui était dans l'étude. Bref, vraiment un manque de compréhension de ce qui se passe, mais en même temps, il y a une volonté d'inclusion. Fait que c'est comme un peu confus, mais un premier glissement, une première stratégie, j'appelle glissement parce que c'est pas nécessairement intentionnel, là, on s'entend. L'idée, c'est de sortir comme dans une bonne étude sur l'impact, en fait. C'est pas tant l'intention qui compte. J'imagine que je ne vais pas rien, là, mais en recherche sur les violences systémiques puis les violences qui sont touchées envers les femmes de la diversité, comme disons les femmes racisées. Souvent, on parle de comme l'impact qui va arriver pour les femmes racisées dans X, Y contexte. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est l'impact qui compte. Bon. Deuxième glissement. C'est pas tout le bon ordinateur. Deuxième glissement. Fait que là, j'appelle ça la méose. Je trouvais ça, c'est un beau mot, méose. La réduction par les chiffres. Fait que là, ici, on va réduire en pourcentage, on parlait tantôt de 0,14% des personnes trans, 0,9% non-binaires. De tout ça, il y a 0,07% de trans qui sont des hommes,
puis 0,08 qui sont des femmes. C'est les seuls, dans toute l'étude, c'est les seules populations qui vont être amenées à être en pourcentage. Toutes les autres populations vont être en chiffres. Puis quand on les compare à d'autres chiffres, ben, c'est pas si petit que ça. C'est vrai que ça a l'air petit quand on compare comme ça. Fait que j'ai l'impression que une des raisons pourquoi on s'en fout un peu, ben, c'est que c'est pas vraiment important. Il y a une réduction par les chiffres. L'autre truc, c'est que ben, il y a une repénalisation tout le long de l'étude sur ben, les populations. Là, j'ai pris l'exemple des personnes handicapées. Puis là, on va parler des femmes et des hommes tout le long. Est-ce que ça inclut les femmes trans? Est-ce que ça inclut les hommes trans? On ne le sait pas. Puis là, troisième, que je vais aller plus vite parce que sinon, je n'aurai plus le temps de finir. Donc, deux processus d'invisibilisation. Le premier qui va être un impact institutionnel des enjeux trans, fait qu'il y a une inclusion de la sensibilisation des communautés dans leur projet, mais d'un autre côté, ils vont prendre des études puis ils ne vont pas vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est dit. Puis ils vont, ben, je ne sais pas s'ils ne vont pas comprendre, mais en tout cas, ils s'approprient d'une manière qui, dans les recherches, c'est rare qu'ils vont parler directement de santé mentale pour les femmes trans ou de violence envers les femmes trans. Ce n'est pas un sujet qui est nécessairement porté, ce qui fait que cette invisibilisation première, dans un contexte de données, parce qu'elles ne sont pas tant nombreuses, vont revenir dans un autre niveau qui va être juste comme c'est pas important. Fait que le processus d'exclusion, fait stigmatisation, invisibilisation, puis précarisation, ce qui fait que, comme très brièvement, ces processus-là, ben, on les retrouve ailleurs aussi, ces processus d'exclusion-là. On les retrouve dans le milieu académique, on les retrouve dans le milieu féministe, on les retrouve dans le milieu trans, parce que les femmes trans sont vraiment minoritaires, marginalisées, puis ils vont avoir tendance à tomber dans ce cycle-là, soit qu'ils vont venir, puis ils ne vont pas rester, ou ils ne vont pas pouvoir se rendre même dans les espaces, ce qui fait qu'on n'a pas la place même de pouvoir discuter puis de parler des enjeux. Fait que là, je vous amène juste à un dernier truc sur rêver des savoirs pratiques transféministes, parce que je trouve que c'est ça peut-être aussi qui est intéressant. Ben, j'ai fait un petit, je ne sais pas si vous connaissez l'idée de l'iceberg, l'approche de l'iceberg pour parler des violences qui sont vues et qui sont considérées comme pas légitimes, mais plus importantes. Il y a eu plusieurs, c'est pas l'iceberg de profondeur qui implique une idée de ça c'est plus edgy, c'est pas l'iceberg de ça, c'est l'iceberg plus de réflexion sur les violences, quelles qu'on voit, quelles qu'on considère. Ben, le transféminicide, il y a plein de femmes trans qui se font tuer, on va en parler. Les TERF, ben, on va parler des discours TERF, puis on va parler du rejet familial puis communautaire, comme on en a parlé un petit peu plus tôt. Mais tout ça, ce que j'ai constitué à travers comme 3 ans de lecture, puis de maudit que ça fait chier ça, mettons. Pour plein de femmes trans, c'est un truc, disons, normal. J'en parle, je l'ai présenté à plusieurs amis, plusieurs activistes, puis tout le monde était comme, OK, ça commence à être solide pour parler justement de les différents levels. Puis je vais vous amener au truc plus bas. Pour moi, les épistémicides, l'effacement des transféminicides historiques et coloniaux, ces trucs-là, c'est comme la base. Si on ne peut pas être capable de... C'est pas une base, parce que c'est des cycles, là, mais ça reste que ces relations-là, au fait que l'État colonial a enlevé la capacité à se représenter dans le genre différemment aux peuples autochtones, mais aussi aux communautés racisées, mais aussi même aux personnes blanches dans un passé un petit peu plus lointain, I guess. Ça fait qu'on n'a pas vraiment la capacité de rendre compte de cette diversité de l'expérience-là, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont affectées par la transmisogynie. Là, quelques idées qui pourraient être intéressantes, mettons. Pour moi, ça vient à une production de savoir pour et par, qui est comme vraiment importante, mais aussi dans le care, l'idée du savoir de care, une approche qui va être intercommunautaire, intracommunautaire, aussi qui est d'amener à avoir des populations qui sont vraiment marginalisées, même au sein des communautés trans, femmes, donc personnes en situation de handicap, les personnes autochtones et les personnes racisées qui sont affectées par la transmisogynie, d'avoir pas juste, là, je parle de statistiques, là. J'aime pas trop le mot statistique parce que pour moi, c'est plus compliqué que ça. Il ne faut pas juste avoir des datas, mais il faut avoir juste la capacité d'avoir un espace oral puis des espaces de communauté qui peuvent renforcer la prise d'empowerment sur des enjeux. Puis aussi, après, l'inclusion des femmes trans dans des instituts de recherche parce que, in fine, ça a un impact sur la capacité même de pouvoir avoir du savoir. Donc, que des instituts féministes, genre l'IREF, incluent les femmes trans, puis que ça soit plus juste par la porte de derrière à travers comme l'inclusion des personnes trans, puis les personnes trans, mais encore là, ça ne peut pas être toutes les personnes trans, parce que là, les hommes trans, c'est bon, mais encore là, bof. Les femmes trans, ils ont des privilèges, puis on ne veut pas trop les avoir. Bref, le genre de narratif, pour moi, c'est comme non, pas tant.
Puis aussi, ben, justement, là, ça serait peut-être de réfléchir à comme peut-être des universités qui sont transféminisées, c'est-à-dire qui incluent des personnes qui sont vraiment marginalisées, mais aussi décolonisées. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de gens qui travaillent sur comment produire du savoir de manière décoloniale, mettons. Puis je pense que d'avoir une approche qui serait peut-être d'abord en réfléchissant sur le pouvoir les rapports coloniaux, puis le rapport à la place du savoir sur ces terres-ci, ça serait vraiment peut-être une base pour aussi développer ce savoir-là qui a un impact aussi sur les femmes trans, in fine. Fait que ça ressemble à ça, la petite présentation.